Henri Weber, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes sociologue israélien, membre depuis 1966 du kibbutz Yechia. Vous avez également travaillé à la Fédération des kibbutzim et vous avez récemment publié aux éditions de l'Aube un livre intitulé La gauche en Israël, un livre construit autour d'un dialogue que vous menez avec votre petite fille, Shai, dont la curiosité est, semble-t-il, l'une des grandes qualités. Une question majeure occupe la dite Shai. Qu'est-ce que ça fait à l'homme viscéralement de gauche, qui est son grand-père, d'être accusé parfois par une certaine droite d'être un traître à la cause sioniste, de pactiser indirectement avec les ennemis d'Israël, entendez en particulier les Palestiniens. Alors, Henri Weber, à votre avis, pourquoi la gauche, pourquoi l'idée de gauche n'est plus populaire aujourd'hui, ne l'est plus aujourd'hui en Israël? Ah oui. Bon, déjà, je voudrais dire que mon livre en hébreu s'appelle « La gauche expliquée à ma petite fille ». Ce qui est quand même différent du titre français, mais en France, ce titre-là est breveté. Donc, ils m'ont complètement changé le livre. Et le titre du livre, et donc on parle de la gauche en Israël. La gauche en Israël a une longue histoire. En fin de compte, les pionniers de la deuxième et la troisième Aliyah, c'était des socialistes, des sionistes socialistes qui... par une rencontre de circonstances avec les contributions financières du judaïsme mondial et des dirigeants qui avaient une vision sioniste, socialiste de l'État, ont en fin de compte construit, ont jeté les bases de l'infrastructure de l'État d'Israël en créant beaucoup d'institutions qui marchent jusqu'aujourd'hui, comme la Coupat Cholim, entre autres, qui a fait ses preuves, ne serait-ce qu'au temps du Covid. Voilà. Mais depuis, il y a eu une longue évolution et j'essaye de montrer les différentes étapes qui ont accompagné le déclin de la gauche. D'ailleurs, quand on regarde le nombre de députés à chaque élection, on voit que de la majorité absolue jusqu'au début des années 70, ils sont arrivés à 7 députés en 2020. On s'inquiète de voir l'un des deux partis actuels, Meretz ou le Parti travailliste, être sous le seuil lors des prochaines élections. D'après ce que j'ai vu hier, ils sont à 5-5 tous les deux, limite. Mais ça peut changer d'un moment à l'autre. Alors, page 47, Henri Weber, Shai, votre petite fille, vous lance si la gauche est si généreuse, si elle a tellement raison et si elle est tellement parfaite, pourquoi tout le monde ne vote pas pour elle? La question est d'autant plus pertinente si l'on se penche donc sur les résultats des dernières élections législatives et sur les projections pour celle du 1er novembre prochain. Qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'aujourd'hui, malgré la crise sociale qui touche beaucoup de démocraties, notamment en Israël, on reparlera des inégalités dans quelques instants, les idées de gauche ne percent pas, ne trouvent pas leur électorat aujourd'hui? Oui, alors quand je parle au niveau plus ou moins du monde occidental, etc., je parle de la mondialisation. C'est-à-dire que la mondialisation, qui a commencé il y a une vingtaine d'années, a eu pour conséquence, avec la délocalisation des entreprises, avec la disparition de beaucoup d'emplois, etc., de créer un sentiment de peur, d'un côté. D'un autre côté, elle a nivelé les différences culturelles entre différentes nations. Elle a nivelé le sentiment d'identité, d'appartenance, et ça aussi, ça fait peur. Et quand on a peur, on vote à droite. Et d'un autre côté, ça ouvre la porte à tous les populismes, et c'est ce qu'on voit en Europe. En Israël, c'est différent. En Israël, le clivage entre la gauche et la droite, jusqu'il y a une dizaine d'années, c'était le problème palestinien. Alors on savait, la gauche, elle était prête, elle voulait engager des pourparlers, elle voulait arriver à des compromis, elle voulait faire avancer l'idée de 2 États indépendants, etc. Alors que la droite y était beaucoup plus réticente et elle disait la sécurité avant tout, et on n'a pas confiance et on a peur, etc. C'était ça le clivage entre la gauche et la droite. Et moi, je prétends que dernièrement, il y a ce clivage-là a beaucoup diminué. Il n'a pas disparu, mais il a beaucoup diminué. Et il y a un nouveau clivage que j'essaye de qualifier non pas un clivage politique, mais un clivage culturel. Il y a en fait en Israël 2 cultures qui se côtoient et ce qui est important, c'est de voir justement la dynamique que cela crée.
Une culture, c'est une culture plutôt traditionnaliste, qui se réclame du judaïsme, qui par conséquent est assez nationaliste, c'est-à-dire avant tout les Juifs avant tout, qui est conservatrice, pas trop de changements, etc. Mais c'est une culture parce que c'est un mode de vie qui englobe aussi, Oui. avec une grande sensibilité sur le problème de la nationalité et du judaïsme. L'autre culture, c'est une culture qui se veut plus libérale, plus laïque. Notamment sur le plan sociétal. Plus universaliste. Et on peut dire que l'une se reconnaît dans la droite et l'autre se reconnaît dans la gauche. C'est-à-dire que les problèmes d'égalité sociale, etc., passent assez au second rang. Aujourd'hui, c'est le problème d'identité qui prime. Alors sur la question, pour revenir à l'une des 4 questions fondamentales que vous avez évoquées, même si vous l'avez développé par la suite, le clivage qui a existé de longue date et qui, malgré tout, se maintient entre la droite et la gauche sur la question du règlement de la question du conflit israélo-palestinien. Le discours hier de Yair Lapid devant les Nations Unies, c'était un discours de gauche, un discours du centre? Écoute, pour moi, c'est un discours réaliste. C'est-à-dire que il y a une contradiction en Israël. Les gens ont peur de 2 États, ont surtout peur. Ce n'est pas qu'ils sont contre, ils ont peur. Mais d'un autre côté, ils ne veulent pas un seul pays. Ils ne veulent pas une annexion complète. Donc, ils sont un peu entre les deux. D'un côté, on ne veut pas 2 États. D'un autre côté, on ne veut pas un seul pays. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Hier, je pense que le discours de Yair Lapid a eu l'avantage de dire on est prêt à 2 États, mais de bien préciser dans quelles conditions. On veut que ça soit un État pacifiste, on veut que ça soit un État sans armée, on veut que ça soit un État qui reconnaisse Israël comme État juif, qui ne soit pas hostile, etc., etc. Il a mis toute une liste de conditions à cette création de 2 États. Ça ressemble un peu au discours de Netanyahou en 2009, le fameux discours, même s'il était revenu par la suite dessus, avec des conditions posées à l'éventuelle création d'un État palestinien. Oui, écoutez, c'est le sentiment, à mon avis, de la majorité des gens en Israël, parce que les gens en Israël, ils appellent ça séparation. Ouais. On veut la séparation des Palestiniens. Le fameux titre d'un livre d'Amos Oz. C'est possible. Mais en tout cas, ça semble moins menaçant que 2 États. 2 États, ça fait peur. Alors, on parle de séparation. Mais en fin de compte, ça revient au même. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une certaine indépendance, que les Palestiniens vivent de leur côté, que les Juifs vivent de leur côté, et qu'en fin de compte, il n'y ait pas d'hostilité entre les deux. Comment on arrive à cette situation-là ? Lapid ne l'a pas dit hier. Pascal, un mot peut-être ? Justement, c'est un peu paradoxal. Comment arriver à effacer ou à détruire cette hostilité entre 2 peuples qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissent plus en réalité ? Moi, j'avais une réponse très simple aux gens. Je leur ai dit en 84, c'était, il me semble, non. Oui, avec la paix avec l'Égypte, il y avait une hostilité énorme face aux Égyptiens, et il y avait une crainte énorme vis-à-vis d'une hostilité énorme face à l'armée égyptienne. Le jour où Sadat a dit « Je suis prêt, je veux la paix, et je suis prêt à venir à la Knesset pour le mettre en œuvre », quelques mois après, il débarque en Israël, et il y a des foules des 2 côtés de la route avec des drapeaux égyptiens. 1977, oui. C'était pas 77, c'était 80... Non, à la Knesset 77. Le discours à la Knesset 77. La venue de Sadat, oui. Mais enfin bon, mais sur le principe, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a un geste qui donne confiance, qui semble authentique... et qui brise finalement les représentations qu'on a de l'autre. Exactement. Tout de suite, l'état d'esprit change. Les Israéliens, en fin de compte, n'attendent que ça. Ils n'attendent qu'un signe qui leur permettent d'avoir confiance. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas venu. Au contraire, tous les signes qui sont parvenus à partir des Palestiniens, ce sont des signes menaçants ou alors qui ne semblent pas authentiques. Henri Weber, pour revenir au livre, cette conversation entre générations, puisque c'est le sous-titre de l'ouvrage, c'est aussi pour vous une manière d'affirmer votre espoir en un avenir de la gauche,
Écoutez, moi, dans le livre, je fais une différenciation très nette entre la gauche comme concept, comme culture, comme conception du monde, comme échelle de valeurs, et les partis politiques qui se disent de gauche. C'est pas la même chose. Je dis en France ici, ceux qui se dégringolent, ce sont les partis politiques. C'est pas l'idée de gauche. La volonté de transformer la société, de lutter contre les inégalités, ça existe toujours. Absolument, absolument, et même plus qu'avant. Améliorer la société, et puis c'est très juif. Tikkun Olam, c'est une invention juive. Alors justement, sur ce point, Uri Weber, de manière assez surprenante, en tout cas si on se réfère aux représentations qu'on pourrait avoir sur une certaine gauche ou le kibbutz, vous soutenez devant votre petite fichaille donc que l'idée de la lutte contre les inégalités a notamment pour source la Bible, le modèle social de la Bible et de la loi morale, donc la Mishnah est plus proche, écrivez-vous page 58, d'un État-providence que du libre marché et du libéralisme économique. La Torah serait de gauche, Uri Weber ? Bon, je commence le paragraphe en disant la Torah, elle a 70 visages, bien connus. Et donc, on peut tout y trouver. Et à mon avis, les gens de droite s'y retrouveront, comme moi, je me suis retrouvé dans des règles très social-démocrates. Et voilà. Alors moi, je prends les éléments de gauche, social-démocrate, de justice, d'entraide, etc. Et je les mets en avant dans ce paragraphe. Mais en gros, je pense que réellement, l'esprit de la Bible est beaucoup plus un esprit de solidarité et de justice sociale, d'égalité sociale, qu'un esprit de libre marché capitaliste, etc., etc. Alors le paradoxe sur lequel vous insistez bien, Uri Weber, et de manière assez convaincante, il faut bien le dire, veut que l'économie israélienne n'a sans doute jamais été aussi prospère aujourd'hui depuis sa création. Son PIB par habitant est passé de 25 000 à 42 000 $ en 20 ans. Le taux de chômage est bas, mais en même temps, les inégalités sociales ne cessent de s'y creuser, avec un Israélien sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. À vos yeux, c'est le fruit de choix politiques, en particulier du grand tournant libéral engagé à l'époque par Benjamin Netanyahou en 2003 lorsqu'il était au ministère des Finances. Croissance ou égalité, il faut choisir, l'un en dépend de l'autre? À mon avis, non. À mon avis, il y a possibilité, c'est pas facile, c'est pas évident, mais il y a possibilité à poursuivre une croissance tout en subvenant une certaine égalité. Dire que les lois de Netanyahou en 2003, c'était d'un côté diminuer les impôts des grandes entreprises, etc., et de diminuer aussi les allocations de chômage, les allocations maladie, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la classe pauvre a perdu sur tous les tableaux. Et ça a agrandi les disparités sociales jusqu'aux grandes manifestations de 2011, où ça a un peu ralenti le rythme des privatisations et de cette politique libérale. Qui a par ailleurs eu des résultats en termes de croissance et de développement, par ailleurs. Il y a eu cette croissance et développement. Je ne veux pas diminuer le rôle positif qu'a eu la politique de Netanyahou, mais elle était trop unilatérale en faveur des riches, et c'est à ce moment-là que sont apparus ce qu'on appelle en Israël les taïkonim, les grands industriels qui sont très riches, et c'est à ce moment-là qu'ils sont apparus. Il faut plus d'État en Israël ? Je ne sais pas s'il faut plus d'État, mais il faut plus de services sociaux, et pour investir dans... Il y a un manque énorme dans l'éducation, dans les transports, dans la santé. Il y a un retard. Et cela se fait sentir et cela fait des dégâts énormes au jour le jour. Parce qu'un des problèmes de la société israélienne, contrairement à l'Europe, c'est que démographiquement, c'est une société qui se développe rapidement. C'est-à-dire que chaque année, il y a près de 200 000 Israéliens de plus. Et alors 200 000 Israéliens, il faut de l'éducation, il faut des hôpitaux, il faut des transports. Et pour tout cela, c'est l'État qui doit le faire.
Merci beaucoup, Uri Weber, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, je vais dire coécrit avec votre petite fichaille, Conversation entre générations. C'est publié aux éditions de l'Aube en collaboration avec la Fondation Jean Jaurès et avec la traduction de l'hébreu par Avner Lahav, ou Lahav, avec un He au milieu. Oui. Merci beaucoup à vous, Shana Tova, et à bientôt sur Radio J. Shana Tova.